Bienvenue dans cette émission du 6 juin 2023 que nous allons consacrer à la question des procédés de destruction de réputation et notamment de harcèlement et de lynchage médiatique. Évidemment en lien avec l'actualité et notamment les attaques redoublant d'intensité contre Didier Raoult et l'IHU Méditerranée Infection. Je rappelais dans l'émission d'hier que cela faisait partie des stratégies de propagande, de manipulation de masse connues et reconnues, discréditer l'adversaire par tous les moyens utiles. Et puis, vous voyez, Alexandra Henrion-Caude a exprimé sa colère et son indignation quant au traitement réservé au professeur Raoult, notamment par les journaux de Bernard Arnault, en disant « mais vous n'êtes pas des scientifiques, vous n'êtes pas des médecins, vous n'êtes même pas indépendants d'esprit, vous n'avez aucune utilité. Et donc, comment vous permettez-vous d'attaquer, de harceler et de chercher à détruire, on appelle ça l'assassinat de réputation en anglais, character assassination, la carrière d'un des plus grands scientifiques vivants dans son domaine. Alors rappelons peut-être juste pour commencer que la tribune de soutien à Didier Raoult continue de cartonner, elle est actuellement signée par 574 médecins et scientifiques, et quand vous consultez la liste, ce ne sont pas des bras cassés ou les derniers du panier comme ceux qui s'expriment contre lui, mais vous trouvez vraiment des sommités de tous les domaines, et donc ça permet aussi d'apprécier la distorsion de cette perception mise en avant par les médias, comme quoi Didier Raoult serait contesté par tout le monde et que finalement il serait le seul à croire à sa méthodologie et à ses résultats alors que c'est parfaitement faux. Cela dit, nous avons posé ce constat déjà ces derniers jours. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser vraiment au procédé de la destruction de réputation. Alors les exemples abondent et je vais en citer un nombre important au cours de cette émission. Donc Christian Perron a lui aussi eu droit à ces volets de bois vert et notamment de la part de l'Express qui est un des pires en la matière. Et vous voyez le thème récurrent c'est anti-vax, idole de l'extrême droite. Et l'Express parlait donc de la chute d'un professeur jadis répété, en mentionnant tout de suite des soutiens, Philippot, Dupont-Aignan, associés à l'extrême droite. Christian Perron est aussi soutenu par énormément de gens de la gauche et du centre, mais enfin ça, et de l'extrême gauche, mais ça évidemment que ça servirait moins le propos. Et donc même si Christian Perron a été entièrement blanchi par le chapitre Île-de-France de l'Ordre des médecins, eh ben on voit la tonalité et la texture des attaques. On convoque volontiers des pseudo-experts dont on a vraiment lieu de douter de l'expertise, mais qui en tout cas sont des personnalités choisies sur casting par les médias pour accomplir cette basse besogne, et notamment le docteur Laurent Alexandre, qui est vraiment quelqu'un de très compliqué sur le plan de son psychisme et de sa vision du monde, et qui donc s'était permis de traiter Luc Montagnier, qui avait identifié précocement, avant tout le monde, la réalité de la bio-ingénierie à l'origine du SARS-CoV-2, en disant « il est gâteux ». Et oui, on peut être prix Nobel et être gâteux, il racontait n'importe quoi, il était dans le naufrage de sa vieillesse, ce qui est d'un irrespect, mais aussi d'une injustice par rapport à la réalité de ce que Luc Montagnier était en train de mettre en lumière. Puis voilà, on comprend que c'est le registre de ce personnage, donc parlant du livre très intéressant, remarquable et très rigoureux d'Alexandra Henrion-Caude, et Laurent Alexandre s'est autorisé à parler de torchons complotistes. De nouveau, il plaît à Philippot, il réussit un coup de marketing, elle réussit un coup de marketing en affolant les gens et Philippot jubile, donc pas un argument, pas une réflexion intelligente, une série de clichés, d'étiquettes profondément dénigrantes et irrespectueuses. Et donc, voilà, j'ai envie de dire, vous connaissez l'expression diffamer, il en restera toujours quelque chose. Et donc, c'est la virulence et la répétition de ces attaques qui font qu'elles portent, sachant à nouveau qu'en temps normal, on ne tolérerait pas que quelqu'un s'en prenne ainsi à une personne respectable, mais dès lors qu'on a commencé à décréter qu'une personne n'était plus respectable, eh ben, ça ouvre le champ à ce genre de comportement et on met en avant des gens qui ont des comportements problématiques, injurieux, diffamatoires, et qui vont effectivement se coller à cela. Alors votre serviteur a aussi droit à sa petite dose de boue, de la part de l'Express, bah tiens, devinez, qui a donc
osé me présenter comme un expert autoproclamé, alors que j'ai plus de 30 ans de carrière en santé publique, que j'ai été invité à enseigner dans une quinzaine d'universités et de hautes écoles, que j'ai lancé des projets innovants, enfin bon, peu importe, mais tout ça pour dire que autoproclamé au soir d'une carrière bien remplie et unanimement reconnue, c'est quand même assez fort de café. Et puis surtout parce que je suis un des bons connaisseurs de la corruption systémique dans le domaine de la santé. Monsieur Garcia, le rédacteur de cet article, mais dont Idriss Aberkan a montré qu'il était totalement incompétent dans son domaine, dit que je suis en guerre contre la science. Donc quand vous luttez contre la corruption d'un domaine, vous êtes en lutte contre ce domaine. Si vous luttez contre la corruption de l'État, vous êtes contre l'État. Vous voyez, ça c'est le genre de logique évidemment mafieuse dans lequel sont les journalistes. Et puis, voyez, par exemple, Louis Fouché, lui, anti-vax, bien sûr, quoi d'autre, il convainc les foules, bien sûr, c'est un séducteur, et il inquiète les spécialistes des dérives sectaires. Tout ceci par William Oduro dans Le Monde, William Oduro qui est spécialiste des jeux vidéo et qui aurait peut-être mieux fait de rester cantonné à son domaine d'expertise. La Provence titre « Le complotiste Louis Fouché », un canard local le traite de gourou d'une pépinière d'extrême droite, ce qui, pour quiconque connaît Louis, est juste à mourir de rire. Enfin, le serait si ça n'était pas également profondément toxique. Et puis vous voyez, là encore, dans son sillage, la sphère complotiste, nombreuses ramifications avec la sphère complotiste. Donc on voit cette surutilisation d'étiquettes désobligeantes et même attentatoires à l'honneur, mais qui ne sont jamais définies. C'est quoi d'être complotiste ? C'est quoi d'être d'extrême droite, surtout pour quelqu'un comme Louis Fouché ? C'est quoi d'être un expert proclamé pour quelqu'un qui a ma carrière et ma liste de publications, d'interventions et de production ? Évidemment qu'ils ne le définissent jamais. L'important, c'est de lâcher ce torrent de boue. Et pour revenir à Didier Raoult, vous voyez que les journalistes sont même allés jusqu'à exploiter une fille d'un premier mariage avec laquelle il est en froid, mais ça les regarde, c'est vraiment leur sphère privée. Le Monde se demande jusqu'où ira Didier Raoult, l'idole des antivax qui s'accroche à son poste. Il aurait peur d'affronter une journaliste. C'est mal connaître le personnage. Et puis enfin, c'est un scandale national qu'il continue à occuper à l'époque, qu'il ait continué à occuper les positions qu'il occupait, étant le meilleur scientifique dans son domaine en France. Alors François a fait un intéressant travail de mise en lumière de cette arcélosphère, dont on a vu l'obscénité hier, avec des menaces, avec toutes sortes de procédés évidemment coupables. Et puis la mobilisation de la technostructure. Donc il y a eu plusieurs rapports à charge, notamment de l'Inspection générale des affaires sociales. Hélène Stroll, qui a travaillé très longtemps dans cette institution, a relevé que c'était vraiment des instructions sur commande pour à tout prix trouver quelque chose, mais que c'était des rapports à charge et qui ne reposaient en réalité sur rien. Alors c'est vraiment la massivité, la systématicité de ces processus qu'il faut souligner. Donc là, je vous donne quelques extraits d'une conférence que j'ai donnée avec Christian Perron, Alexandra Henrion-Caude, Astrid Stuckelberger et Pablo Bono à Genève. Et vous voyez tout de suite, Le Temps a titré « La conférence complotiste » avec les traits controversés. Et ça, c'est vraiment caractéristique. Dans les cultures orales, quand l'écriture n'existait pas, vous savez que par exemple des bardes ou des prêtres pouvaient mémoriser jusqu'à 60 000 vers. Par exemple, l'épopée mythologique de la culture en question. Et parmi les trucs mnémotechniques qu'avaient les bardes, c'est quand même compliqué de mémoriser 60 000 vers, il y avait le fait d'associer certaines épithètes avec certains personnages. Dans l'Iliade, par exemple, vous avez Achille au pied léger, ou le rusé Ulysse. Et donc, systématiquement, quand Homère parlait de Achille ou d'Ulysse, il accolait l'épithète, ou même plusieurs épithètes, si c'était toujours la même, c'était un peu lassant, et donc Achille au pied léger, l'impétueux Ulysse, l'impétueux Achille, pardon, et voilà, de sorte à générer aussi dans l'esprit de l'auditeur ces stéréotypes de pensée correspondant aux associations. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a toujours controversé, il y a toujours complotiste. Et vous voyez, dans cet extrait-ci, l'affiche est belle, deux figures de la complosphère romande.
Mais ça m'a donné l'idée de parler de corruptosphère. Donc c'est bien que les journalistes essayent de trouver des images. S'ils les trouvaient de manière intelligente et honnête, ça serait mieux, mais enfin, faut peut-être pas trop leur demander. Et donc vous voyez ici, par exemple, la fâche cachée de Didier Raoult, donc il a quelque chose à cacher, bien sûr, professeur le plus controversé. Il est professeur, mais il est très controversé. Épithète qui revient dans une couverture de l'International Covid Summit qui s'était passé à l'IHU et que les journalistes en question lui avaient reproché d'héberger, comme si un congrès scientifique posait problème. Et puis avec un autre trait très courant, vous voyez la photo que les journalistes ont choisie. Quelle impression donne Didier Raoult sur cette image ? De quelqu'un d'exalté, qui fait la leçon, qui s'enflamme, alors qu'il est remarquablement calme et posé dans tous les entretiens qu'il donne. Alors ce tour a également été utilisé à mon encontre par la très critiquable radio-télévision belge de langue française. Alors ça, c'est vraiment le sommet du fumier journalistique. Et vous voyez, j'avais donné une grande conférence à Liège. Il y avait eu un peu de contestation parce que 15 jours plus tard, Didier Raoult devait lui aussi intervenir dans le cadre de ces événements et quelques apparatchiks de l'université de Liège s'en étaient indignés, mais enfin rien de grave. Et vous voyez, alors voilà, j'ai la tête que j'ai, ça peut sans doute m'arriver d'être un peu grimaçant ou grave, mais enfin, vous qui suivez cette chaîne, vous serez d'accord que ça n'est pas le type d'expression que j'ai l'habitude d'avoir. Par contre, elle sert évidemment très bien le propos, en donnant de moi l'impression de quelqu'un de sombre, d'inquiétant. Et le titre, Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé, entre guillemets, bien sûr. Puisque je suis autoproclamé, malgré mes titres, malgré mes diplômes, malgré mes charges d'enseignement universitaire, utilise une rhétorique douteuse. Alors une rhétorique, ça veut dire que je cherche à manipuler les gens, douteuse, ça veut dire que je le fais de manière malhonnête. Et là, j'ai été victime d'un traquenard que je me permets de décoder, non pas par vengeance, mais par intérêt pour la chose. Alors en commençant par un commentaire de Thomas Durand que j'ai déjà présenté, alors on a relevé aussi l'obsession scatologique de ce genre de harceleur en ligne, et donc lui, vous voyez, a tout de suite réagi en disant les 2 heures de diarrhée verbale de Jean-Dominique Michel. Bon, les gens qui étaient présents ont plutôt trouvé une conférence, d'après les retours que j'en ai eus, plutôt intéressante, et au cours de laquelle j'ai abordé la question de la salutogenèse, qui est un de mes domaines d'expertise dans le domaine de la santé. La salutogenèse, c'est quoi ? C'est la manière dont nous entretenons notre santé, y compris dans des circonstances extrêmes. Et toute une partie de cette compréhension, qui s'applique aussi bien aux petites adversités qu'aux énormes, provient de l'expérience d'un psychiatre juif viennois, Viktor Frankl, dans les camps de la mort. Et il est sorti de là en disant que les gens qui avaient gardé un pourquoi vivre, un sens des valeurs fondamentales, étaient plus aptes à faire face au quotidien horrible, terrible, indescriptible qu'ils affrontaient, comme par exemple Simone Veil, dont on sait qu'elle a tenu bon à Auschwitz. Et donc la salutogenèse, c'est quelque chose d'extrêmement connu, ça repose sur un certain nombre de piliers, voilà, il y a toute une littérature scientifique, et vous voyez par exemple, ça c'est un exemple du Québec, que ça a aussi inspiré certaines réflexions autour de ce que la population avait vécu au travers des mesures coercitives inutiles infligées par les gouvernements. Et un internaute diffamateur a publié un tweet à mon sujet en disant « C'est très grave ce qu'a dit Monsieur Michel. » C'est une élucubration, c'est une interprétation abusive. C'est que les gens qui n'avaient pas survécu dans les temps nazis manquaient en fait d'intelligibilité et de valeur. C'est-à-dire que je les aurais rendus responsables de ce qu'ils vivaient. Ce qui est juste monstrueux comme interprétation. Et totalement contraire à toutes mes convictions et à ce que j'ai dit ce soir-là, enregistré en vidéo. Et donc la radio-télévision belge de langue française, sous la plume de Johan Montet, qui, je vous rappelle, a été dénoncé par plusieurs de ses collaborateurs pour harcèlement, elle dit, autrement dit, non, ça c'est comme ça que Madame Montet veut interpréter mes propos, selon moi, d'après elle, ceux qui ne survivaient pas à la Shoah étaient ceux qui n'appliquaient pas la salutogenèse. D'abord, on n'applique pas la salutogenèse et on ne la connaissait pas à l'époque. Toute une théorie plutôt fumeuse et surtout nauséabonde. Alors, vous voyez, ce qui est nauséabond, c'est évidemment ces plis journalistiques, mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Le président des grandes conférences liégeoises, M. Bernard Rentier,
ancien recteur de l'université de Liège, était absent. Il était en déplacement ce soir-là. Et le lendemain, la RTBF l'appelle en lui disant « Monsieur Michel a dit ça, quelle est votre réaction ?» Et Monsieur Rentier a dit « Il s'agit d'un dérapage inacceptable, je veillerai à l'avenir à ce que ce type de discours ne passe plus dans nos conférences. » Et sur la base de ce qui lui avait été rapporté, c'était tout à fait vrai. Sauf que, ayant eu plusieurs commentaires élogieux sur ma conférence par la suite, il s'est dit « mais c'est pas possible, il n'a pas pu dire des choses aussi terribles et puis qu'on m'en dise du bien ». Donc il a regardé l'émission et en fait, évidemment que je n'avais jamais rien dit. Et donc, il a réagi après, en disant « il suffisait de réentendre l'extrait pour être convaincu que la seule chose qu'on puisse trouver choquante était l'interprétation fort libre, voire délirante des paroles de M. Michel, mais en attendant, la RTBF a réussi son coup ». C'est-à-dire qu'il y a un article qui a été 3 jours en ligne et qui a évidemment diffusé sa malfaisance dans l'espace public, me faisant passer comme quelqu'un qui tenait des théories nauséabondes. Alexandra Orion-Caude a été attaquée à cause du fait de ses convictions religieuses. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire à ce qu'il veut, mais donc parce qu'elle est une scientifique spécialisée dans l'ARN, les journalistes du Point ont fait croire qu'en fait sa position était idéologique, religieuse et dogmatique, ce qu'elle n'est évidemment pas, mais voilà, ça c'est ce genre d'amalgame et de distorsion, et donc on voit tous les tours et les plis utilisés par cette canaille mondaine, comme dirait Michel Maffezoli, reprenant je crois une parole de Joseph de Maistre, et vous voyez, Robert Kennedy Jr., qui est donc candidat démocrate à l'investiture pour la prochaine élection présidentielle américaine, qui est démocrate, qui est progressiste, a eu récemment notamment un échange avec Elon Musk et d'autres personnes, et donc le New York Times, qui est le fer de lance de la bien-pensance mafieuse aux États-Unis, un peu comme Le Monde en France, titre Robert Kennedy pousse des idées d'extrême droite. Donc ça, c'est vraiment les autres étiquettes. Il y a complotiste, controversé, mais nauséabond, mais aussi extrême droite. Et donc, aujourd'hui, tout le monde est susceptible d'extrême droite, dès lors que les mafias en place veulent vous disqualifier. Et puis, bien sûr, l'étiquette d'antisémite. Donc quand, par exemple, j'ai commencé à aborder les questions de Soros et du rôle de David de Rothschild dans le financement de Conspiracy Watch, j'ai commencé à recevoir des messages disant « Ah bah au fond, vous êtes anti-juif ». Ce qui est juste totalement aberrant. D'abord parce que j'ai une admiration immense pour le peuple juif. En plus de ça, je suis un fervent défenseur du droit des Palestiniens qui ont été spoliés, et donc je suis favorable à la solution du fils du général, Mirko Pellet, d'un seul État, pour qu'il soit nécessaire pour les deux communautés de vivre en bonne intelligence. Mais donc, dès que vous vous attaquez à Soros aujourd'hui, bien sûr, vous êtes antisémite. Même chose pour David de Rothschild. Je précise que j'ai connu Benjamin de Rothschild, son cousin, qui est un homme absolument charmant, pas du tout fait pour la finance et pas du tout un requin comme d'autres. Donc voilà, ces accusations sont grotesques. Et Soros, qui est un personnage effectivement problématique et dangereux, il est mégalomane, il veut détruire les États, abattre toutes les frontières pour créer une gouvernance mondiale avec son idéologie. Vous voyez, au contraire, il est nécessaire de l'attaquer. Et s'est constituée récemment aux États-Unis une association juive contre Soros, pour dire on a le droit d'attaquer cette personne sans passer pour des antisémites. Alors il y a le rédacteur en chef de Newsweek, il y a un candidat au poste de procureur général de l'État du Missouri, les deux juifs bien sûr, mais voyez que Haaretz, qui est l'équivalent du Monde à nouveau du New York Times en Israël, a réagi en disant des activistes d'extrême droite lance ce mouvement les Juifs contre Soros. Donc, c'est difficile d'en sortir. Et avec évidemment des journalistes qui, rappelons-le, sont au mieux des généralistes à peu près cultivés, mais qui se posent en juges et en experts au fond d'un niveau supérieur aux scientifiques de classe mondiale qu'ils sont censés évaluer dans leur esprit. Et donc Patrick Cohen, par exemple, dont l'intégrité est questionnable en ce qui me concerne à voir ses positions. Donc Patrick Cohen n'hésite pas à parler du désastre Didier Raoult, on pourrait parler du désastre Patrick Cohen, et puis il mitraille Didier Raoult. Lui, Patrick Cohen, mitraille Didier Raoult.
Un autre exemple, alors plus local pour moi, vraiment de fumier médiatique, je n'ai pas d'autre terme, c'est Heidi News qui a été coulé par son rédacteur en chef, Serge Michel, un ancien du temps et qui a une réputation exécrable dans le milieu. Donc la plupart des journalistes spontanément avec lesquels je me suis entretenu m'ont dit que ce type était plus que controversé. Il est considéré comme quelqu'un de hautement problématique, mais donc il passe son temps à dire que les autres sont controversés. Et puis depuis le début de la crise, son média en ligne, mais hébergé par la revue médicale suisse, c'est-à-dire la vitrine de Big Pharma, partage les mêmes locaux, les mêmes investisseurs en partie, n'a cessé d'enquêter sur les complotistes. Donc ils se sont attaqués à des militants historiques comme Chloé Framery par exemple ou François de Siebenthal, qui sont des gens qui sont connus, c'est des militants. Les militants c'est casse-pieds. C'est dans leur nature d'embêter les pouvoirs en place, mais c'est des gens qui militent de manière parfaitement légale depuis toujours dans le cadre d'associations. Et donc Serge Michel a mis tous ses fins limiers pour enquêter non pas sur le scandale du Lancet-Gate, non pas sur les conditions de négociation des contrats, non pas sur ce qu'on nous cachait autour de la gestion de la crise, mais sur les très dangereux complotistes. Mais en allant jusqu'au harcèlement. Donc, par exemple, il y avait un centre en Suisse romande qui hébergeait des conférences. Louis Fouché y est passé, Christian Perron y est passé, j'y suis même passé. Et les journalistes peut-on appeler ça un média, ont appelé les sponsors de ce centre de conférences en disant « Mais qu'est-ce que ça vous fait qu'on accueille des gens d'extrême droite qui tiennent des conférences complotistes ?» Et évidemment que les sponsors qui veulent pas d'ennui, vous voyez, ils veulent pas être pris dans des controverses et des polémiques, eh bien on fait pression pour que les conférences ne soient plus accueillies. Donc vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec le journalisme, on est vraiment dans la propagande au sens goebbelsien du terme, mais aussi dans la malfaisance sociétale, sauf à considérer que la liberté d'expression n'est plus une valeur de nos démocraties. Alors évidemment, les journalistes qui participent à ça, ils font une propagande épouvantable, tout en s'en défendant. Donc, je vous ai sélectionné juste 3 exemples de la Tribune de Genève, quotidien genevois. Vous voyez, le vaccin ou la promesse d'un été genevois normal, oui, tous vaccinés, tous protégés. Sauf qu'on savait déjà à l'époque que l'effet sur la contamination n'avait pas été évalué et que les études Pfizer n'étaient pas faites de manière correcte. Les antivax pourraient torpiller la campagne de sensibilisation, bien sûr. C'est très, très méchants antivax. Et puis, vous voyez, cette malhonnêteté crasse. Déclaration de 3419 cas d'effets indésirables suite à l'injection génique expérimentale, 62% non graves. Mais attendez, ça veut dire que 38% étaient graves. C'est énorme. C'est phénoménal. 38% de 3500 cas, ça fait beaucoup de personnes. Mais dans la Tribune, 62% non graves. Cool, les mecs. Et alors l'hilarant à l'espèce, c'est que le rédacteur en chef adjoint s'est fendu d'un édito pour protester contre les accusations de propagande. C'est une insulte faite aux médias. Bon, ce genre de chose est surtout une insulte faite à notre intelligence. Mais il faut savoir que, évidemment, l'immense majorité des journalistes n'est pas malhonnête. Et énormément d'entre eux ont été endoctrinés dans cette vision du monde binaire. Mathias Desmet, professeur de psychologie clinique à l'université de Gand, a explicité ça dans la formation de masse. C'est-à-dire que les journalistes sont pour beaucoup d'entre eux convaincus qu'ils protègent la population de manière vertueuse et dans une certaine logique où la fin justifie les moyens. Si pousser la population à se faire injecter, c'est la protéger de mourir d'un danger terrible, ma foi, qu'on tape un peu sur ceux qui posent des questions. Vous voyez ce que je veux dire dans cette logique-là, mais qui évidemment est totalement fausse, y compris sur le plan déontologique et éthique. Et il y a un intéressant entretien dans Covidub, qui est un site en ligne que je recommande, du rédacteur en chef d'un quotidien de gauche qui explique ça. Nous, on croit l'AFP, donc quand l'AFP dit quelque chose, on le reprend, et donc on n'a pas de raison de douter de ce qu'on nous raconte. Bon, journalisme, c'est quand même pas tout à fait ça, mais la profession en est là aujourd'hui.
Alors, si on creuse un peu, évidemment, je recommande vraiment de suivre Idriss Aberkane, qui est lui aussi en train de lancer une nouvelle web TV, donc je vous encourage à le soutenir. Et il a diffusé, pas plus tard qu'avant-hier, une émission sur la CIA, le lourd passé de la CIA, qui est une organisation criminelle qui, de décennie en décennie, perpètre des crimes à large échelle, mais de manière toujours impunément, jusqu'à aujourd'hui, et notamment en infiltrant les rédactions des plus grands organes de presse, ça a été démontré de manière répétée. Donc une nouvelle fois, ce que vous lisez dans la presse est avant tout ce que la CIA et l'OTAN veulent que vous croyiez. Ça, c'est la règle de base. Il y a des exceptions, et des sujets comme les nouvelles locales, la culture, les sports peuvent parfois échapper à cette logique, mais c'est important de le savoir. Et bien sûr, Alexis Haupt rappelle que dire que les journalistes sont les agents de communication des milliardaires, c'est pas complotiste, c'est un fait vérifiable. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, les milliardaires possèdent les médias, servent les intérêts de la CIA et de l'OTAN, et c'est ce que nous recevons de leur part, avec évidemment toutes les inconduites, pour rester poli, qui vont avec. Mentionnant également le rôle de Wikipédia. Vous voyez que Laurent Mucchielli, directeur de recherche au CNRS, qui historiquement est de gauche de manière totalement irréprochable dans le sens noble du terme, vous voyez, lui a également subi une cabale aussi ridicule qu'abjecte sur Wikipédia, où certains ont tenté de le faire passer pour antisémite. Lui qui a combattu le racisme et l'antisémitisme et l'extrême droite toute sa vie. Voilà, aujourd'hui c'est hors de maîtrise, et notamment parce qu'il y a des officines comme celle auxquelles participe Thomas Durand et cette fameuse officine Fact and Furious, qui est un scandale monumental mais qui a été étouffé, où finalement l'État et l'AFP financent des gredins pour produire des fake news qui après sont reprises comme étant du fact-checking. Et notamment, ils ont un boulevard chez Wikipédia. Et donc, par exemple, ce bon vieux André Berkoff est désormais décrit sur Wikipédia comme un journaliste s'inscrivant dans la mouvance complotiste et identitaire. On voit également une campagne, alors ça doit vraiment sonner encore toutes les sonnettes d'alarme sur le plan de la démocratie et de l'état de droit. Les organes de presse, comme le Parisien, qui est très actif en la matière, ces organes de presse, eux, mènent des campagnes de sabotage commercial de la diffusion de certains livres. Vous voyez, ces livres qui alimentent le complotisme, donc c'est pour l'immense majorité d'entre eux des livres intelligents, documentés, critiques. On a vu que Julien Pain, qui est quand même payé par nos impôts, est allé dans des librairies en disant « Mais pourquoi est-ce que vous avez ces livres ?» Et en disant « Les libraires invoquent, et notamment un libraire d'extrême droite, je sais pas ce que c'est qu'un libraire d'extrême droite chez qui il est allé, la liberté d'expression. Il invoque la liberté d'expression. » Et donc, on a des campagnes d'intimidation, de harcèlement, de dénigrement, où désormais, donc, des journalistes vont dans les librairies questionner les libraires sur le fait qu'ils aient des ouvrages et cherchant même à attaquer les grandes librairies comme Libération qui a attaqué la Fnac en critiquant le fait que des livres comme celui d'Alexandra Orion-Caude ou Pierre Chaillot soient mis en évidence dans les rayons, alors que ce sont des succès de librairie et que ce sont des livres de grande qualité. Alors vous voyez, vous avez les harceleurs privés, tous ces sales types qui sortent du bois par beau temps. Donc là, par exemple, un d'entre eux qui dit « Je suis passé à la Fnac, il y avait un vendeur qui mettait en tête de gondole le livre de Chaillot, à l'entrée également une grande affiche, le lobbying complotiste est partout. » Et donc, le Parisien et les harceleurs privés sont en train d'obtenir que des enseignes comme la Fnac, désormais, cachent les livres. Donc soit simplement en les mettant dans les rayons de manière banale, soit même en les retirant de l'assortiment, et les clients ont à demander si le livre est en stock pour qu'ils le sortent. Donc là, vous voyez, de nouveau, si ça ne vous rappelle pas l'Allemagne nazie ou l'Union soviétique stalinienne, ou le Chili sous Pinochet, c'est qu'il vous manque quelques références historiques. Passons bien sûr sur les officines comme Conspiracy Watch, ces méthodes effectivement ignobles, donc qui
passe son temps à salir la réputation sans aucun argument en vivant aux frais de la princesse et de monsieur David de Rothschild, et par exemple qui avait fait à l'époque un amalgame entre un site antisémite, Xavier Azalbert, Idriss Aberkan, André Berkoff, qui est juif, et Marc Doyer. Et Marc Doyer, il faut rappeler qu'il a perdu sa femme, qui est morte des suites de l'injection génique expérimentale. Elle a développé une maladie de Creutzfeldt-Jakob. Comme Luc Montagnier avait dit que cela risquait de se produire, eh bien Rudi Reichstadt a osé dire qu'il était proche des nazis. Non mais, vous mesurez. Donc voilà le témoignage de Marc Doyer, lorsqu'il a appris, c'est ses propos, que cette espèce de journaliste parlant de Rudi Reichstadt, qui a dit de moi que j'étais proche des nazis et subventionné par nos impôts. Enfin, mentionnant au chapitre du harcèlement et du lynchage, le cas de Juan Branco, qui est donc cet avocat, défenseur de Julian Assange, auteur de différents livres, dont les titres parlent d'eux-mêmes, Crépuscule, ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption, c'est sur les liens entre Emmanuel Macron et les oligarques, notamment de la presse, un livre qui vient de sortir sur Hanouna, un manuel insurrectionnel coup d'État, et donc Juan Branco a appris récemment qu'il était l'objet d'accusations de viol, portées par une femme qui, s'étant présentée comme une étudiante à Sciences Po, est en réalité une call girl qui circule entre les scènes chaudes de la jet set et de la drogue, et que, dit Juan Branco, c'est ce qu'il dit, mais on sait que Julian Assange a été... le mandat d'arrêt a été lancé pour des accusations fausses de viol, donc Juan Branco dit 15 minutes après le début du dépôt d'une main courante qui ne parlait absolument pas de viol, une enquête préliminaire était immédiatement ouverte et fuitée dans la presse. Dans les 24 heures, 130 articles étaient publiés dans l'ensemble de la presse. Voilà. Donc il faut savoir, on a su par exemple que les officines de Giscard avaient envisagé d'assassiner Coluche. Donc voilà, ce genre de réalité de traquenard ou de coup fourré ou d'assassinat existe. Et puis pour terminer ce petit tour d'horizon, aussi nommer les victimes de la persécution macronienne. Et Étienne Chouard, commentant ce qu'il est arrivé à René Chiche, professeur de philosophie, suspendu pour avoir librement exprimé ses opinions sur des réseaux sociaux, par le ministère de l'Éducation nationale, Étienne Chouard dit « Ce qui caractérise une dictature, c'est le traitement cruel et arbitraire des opposants politiques, avec bien sûr la passivité complice d'une grande partie de la population collaborant en toute bonne conscience avec le régime. » Et donc, vous voyez, René Chiche a touché 25,80 € comme paye en tant que suspendu, sans même parler de Amin Umlil, qui avait été auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur les effets indésirables, en nommant que l'essai clinique du vaccin Pfizer n'apportait pas la preuve de la protection contre les formes graves ni contre les transmissions. Donc il a dit qu'il s'agit bien d'un pari biologique et la population n'a pas été informée de façon claire du fait qu'il s'agissait d'un essai clinique, ce qui est parfaitement vrai, et probablement que ce que paye Amin Umlil, comme René Chiche, comme toutes les personnes dont j'ai parlé, y compris moi-même, je me permets de le dire sans fausse modestie, c'est cette parole fondamentale d'Amin Umlil que je cite. Un homme a une dignité. Cette dignité repose sur le respect du consentement libre et éclairé. Ce consentement se fonde sur le principe d'inviolabilité du corps et de la conscience humaine. Porter atteinte à ce consentement revient donc à exclure la personne de l'espèce humaine, et le point commun entre nous tous qui luttons contre le déferlement totalitaire, c'est que nous n'acceptons pas que qui que ce soit exclu d'une quelconque manière de la condition humaine et des droits afférents à la citoyenneté. À demain. Merci.